Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Mon nom est Clément Marianne et avec mon acolyte Franck Poirot, on vous emmène à la rencontre des entrepreneurs d'outre-mer. On vous propose de parler d'entreprise, d'innovation, d'investissement, d'indépendance, à travers le témoignage de femmes et d'hommes créoles qui ont eu l'audace de se lancer. Nous échangerons avec eux sur leur parcours, leurs succès, mais aussi leurs erreurs, leurs échecs et de la particularité d'entreprendre dans les DOM. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Nouvel épisode dans lequel on va prendre un vent de fraîcheur puisqu'on est avec Marina Feat, la fondatrice d'Omaido, qui est la première marque française de produits de beauté 100% réfrigérés et 100% d'origine naturelle avec des produits, comme vous pouvez l'imaginer, qui sont issus des Outre-mer et particulièrement de la Réunion. Marina, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de partager avec nous ton parcours. Tout d'abord, comment ça va ? Ça va très bien. Merci à vous de m'avoir invité. Je suis ravie de participer à ce podcast pour partager mon expérience d'entrepreneur. Tout à fait, qui à mon avis est très riche. On aura l'occasion de rentrer un peu dans le détail de tout ça. Et comme d'habitude, je suis accompagné de mon fidèle compère Franck Poirot, qui même à 2h du matin est tout frais, comme s'il était 10h. Alors peut-être que tu utilises déjà les produits Omaido. Peut-être tu vas nous donner ton secret, Franck. Ouais, Comment ça va ? J'ai moi aussi mes secrets de beauté pour paraître frais. Il n'est pas 2h, il est 1h40, je tiens à le préciser. Ah oui. Encore un peu plus tôt que d'habitude, mais tout aussi motivé que d'habitude. Bon, top. Marina, je ne sais pas si tu le sais, mais on a l'habitude de commencer nos épisodes par un portrait créole. L'objectif, c'est d'en savoir un petit peu plus sur toi avant de rentrer dans le détail de ton parcours entrepreneurial, évidemment. Et pour ça, c'est Franck qui aura le plaisir de t'accompagner dans ce petit portrait créole. Franck, c'est à toi. Alors, Marina, es-tu prête pour ton portrait créole ? Allez, go, allons-y. Allez, on va commencer par une première question. Si tu étais un plat des îles, un plat créole, peut-être un plat de la Réunion, ce serait lequel et pourquoi ? Alors, j'hésite entre deux plats. Je ne sais pas si j'ai le droit dans la règle du jeu de répondre. Plat réunionnais d'abord, parce que mon cœur est à la Réunion. Curry Tijac, voilà, sans aucun doute. C'est vraiment un des plats que je préfère et que je peux manger et remanger sans m'en lasser. Et puis ensuite, si je voyage un petit peu dans les Antilles et notamment en Guyane, un territoire que j'aime beaucoup, il y a le blaf de crevettes. Et là, je reconnais que quand j'étais enceinte, j'en rêvais la nuit de mon blaf de crevettes. Donc voilà, si on sort de la Réunion et si vous m'autorisez à faire des infidélités à la Réunion, ça serait le blaf de crevettes guyanais. Tu as tous les droits. Et tu vois, le Tijac, pour moi, c'est un incontournable. Mais je crois bien que c'est la première fois que quelqu'un le cite, si je ne me trompe pas. Je suis contente. Et je sais que ceux qui nous écoutent du côté des Antilles seront contents parce que le mot blaf aussi, c'est la première fois qu'il est sorti. Vous voyez, chez Omaido, on fait toujours dans l'originalité. Hein, ça commence très bien, ça annonce déjà la couleur. Alors, justement, tu parlais d'Omaido, c'est peut-être déjà un élément de réponse, mais si tu devais choisir un lieu, ce serait lequel et pourquoi ? Alors effectivement, je ne vais pas être super originale par rapport au nom de ma marque. Et je vais citer évidemment le Maïdou, qui est vraiment un lieu que j'affectionne particulièrement. Et ce n'est pas un hasard si ma marque s'appelle Omaido. J'aime en fait cet endroit parce qu'on se croit au bout du monde. La route est quand même assez difficile, assez longue. Et en fait, le spectacle est vraiment à l'arrivée et j'aime ce contraste en fait. J'aime le contraste entre les plages de l'Ouest, il fait chaud, on sort de la plage, ou comme toi Franck, on se lève très très tôt le matin pour aller voir le lever du soleil au Maïdou. Et c'est toujours un spectacle extraordinaire et d'avoir cette vue sur Mafate. Pour ceux qui ne connaissent pas Mafate, qui est vraiment ce lieu qui est complètement enclavé et qui est disponible, qui est accessible uniquement par hélicoptère ou à pied. Et pour moi, c'est vraiment la nature à l'état brut. Et c'est aussi ce que j'ai voulu faire avec mes produits au Maïdo. Mais c'est vraiment le Maïdo est toujours cet endroit qui me ressource et qui m'étonne à chaque fois que j'y vais. Je ne m'en lasse pas non plus. C'est comme le Curry Tijac. J'avais lu une interview de toi où tu expliquais justement le choix du
le choix du nom pour ta marque. Ouais. Et j'avais trouvé la description que tu faisais de ce lieu, le Maïdo, très poétique et très authentique. Et franchement, moi, ça m'avait donné envie. Voilà, j'avais envie d'être là au Maïdo et de regarder le lever de soleil, pardon, et jeter un coup d'œil sur ma fat. En storytelling, on sent qu'il y a pas mal de choses. On a le plat, on a le lieu. Maintenant, si tu devais nous partager une musique, c'est-à-dire soit un titre de musique ou alors un style de musique de manière générale que tu aimes bien, que tu affectionnes quand tu veux t'ambiancer ou quand tu veux travailler, quand tu veux déconnecter ou quand tu veux te reconnecter, ce serait quoi? Les moins de 40 ans vont peut-être bondir de leur chaise. Je suis une fan inconditionnelle de Jean-Jacques Goldman. Voilà, et je ne lui ferai aucune infidélité. Donc, Goldman forever. Voilà. Oh, oh là là, Ah, on est dans la même team, la Marina. Ben, voilà. D'abord, Ah c'est une non, mais team très, très réunionnaise aussi, hein. Enfin bon, voilà. En général, Goldman est très apprécié à La Réunion, bon, en France aussi, hein. Maintenant, la jeune génération trouve ça extrêmement ringard, mais c'est pas grave. Je suis fidèle à Jean-Jacques Goldman jusqu'au bout. J'irai au bout de mes rêves. Mais oui, mais même pas parce que je pense que la nouvelle génération était remise au goût du jour. Parce que tu sais, son fils a relancé un label. Ouais, Il a fait ouais. donc. Non, je pense que c'est un peu un intemporel, tu vois. Et tu vois, moi, mon plus gros regret, tu vois, ça fait partie des regrets que j'ai dans ma vie, c'est il était venu à La Réunion une fois. Il était venu au théâtre de Saint-Gilles. Mais Ouais. ça fait quelques années et j'avais voulu y aller, j'avais pas pu. Et depuis, bah, évidemment, il ne fait plus de concert. Donc, ouais. Mais bon, en tout cas, ouais, Jean-Jacques Goldman. Je valide à Et moi, je l'ai vu 100%. sous les étoiles de Saint-Gilles, je l'ai vu au Stade de l'Est, enfin voilà. Oh là 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 là. Et j'attends le prochain concert avec impatience parce que je fais partie de la team justement qui est persuadée qu'il va faire son comeback. Voilà, on y croit. On croise les doigts. Ah, tu m'as motivé là, tu m'as donné un espoir là, Marina, Ouais, merci. il faut. c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on parle de musique, ça lance Clément, tu vois. Le dernier épisode du podcast, on recevait Gilles qui parlait de Zouk. Et du coup, ça a été l'objet d'un débat enflammé après entre Gilles et Clément. Et là, tu vois, j'aurais pas pensé que Jean-Jacques Goldman, ça aurait été un trigger pour Clément aussi, tu vois. Donc, comme Ah quoi, mais attends, mais je te dis pas tout, Franck, je te garde des surprises. on en apprend tous les jours. On en apprend tous les jours. En parlant d'apprendre, une fois que là, on a ton portrait créole, on voit que c'est un portrait très cosmopolite, très riche. Avant d'arriver à parler de cette entreprise, Omaido, moi, j'avais été frappé aussi de voir que finalement, aujourd'hui, tu évolues dans un milieu qui n'est pas forcément celui pour lequel tu t'étais formé, qui n'est pas non plus celui dans lequel tu as fait tes premières expériences professionnelles. Donc, juste si on pourrait voilà, revenir sur les grandes lignes de ton parcours, de ta formation, de ce que tu as pu faire et qui t'ont amené après à fonder Omaido. C'est vrai que j'ai un parcours qui naturellement n'aurait pas dû me mener peut-être à la cosmétique. Et souvent, ce que je dis, c'est ce que j'aime aussi dans la vie, c'est le fait d'être là où on nous attend pas forcément. Et je trouve que c'est chouette de se dire que le chemin n'est pas forcément toujours tracé, et puis qu'on a le droit de prendre des petits chemins de traverse aussi, et puis d'aller où on a envie d'aller, au Mhm. gré du vent aussi. C'est vrai que donc je suis réunionnaise, je suis née à La Réunion, j'ai fait toute ma scolarité à l'île de La Réunion, à Saint-Denis. Et après mon bac, je suis allée à Strasbourg où j'ai fait Sciences Po, études de sciences politiques, très intéressée par les affaires européennes. C'était vraiment ce qui me faisait envie. Et évidemment, Strasbourg, capitale européenne, c'était vraiment l'endroit où j'avais envie d'être pour apprendre et évoluer dans ce milieu-là. 5 années du coup à Sciences Po avec un DESS aussi d'affaires européennes qui m'ont mené tout naturellement dans la deuxième capitale européenne qui est Bruxelles. Et là vraiment moi ce qui me motivait, ce qui me faisait envie, c'était de pouvoir défendre en fait les intérêts des territoires ultramarins à Bruxelles. Parce que j'ai rapidement eu cette conscience qu'on était français, on était européen, mais on était extrêmement loin des décisions communautaires et qu'il y avait beaucoup de décisions qui étaient prises et qui allaient à l'encontre en fait des intérêts
des Outre-mer, tout simplement parce qu'il y avait aussi une méconnaissance de nos territoires, loin des yeux, loin du cœur, comme on dit souvent, et puis tout simplement parce que les fonctionnaires européens, et voire même les fonctionnaires nationaux à Paris, ne connaissent pas bien nos territoires et donc ne se rendent pas bien compte de l'impact de certaines décisions sur nos territoires. Et c'est ainsi que j'ai démarré donc, ma vie professionnelle à Bruxelles. Alors là, je vais dire un gros mot, tout le monde me dit « Oh là là, un cabinet de lobbying ». Donc on imagine toujours le lobbying, c'est-à-dire on met des valises avec plein de billets pour acheter des fonctionnaires ou pour faire passer des décisions. Et en fait, le lobbying, ce n'est pas que ça. Et ce n'est pas même du tout ça dans le cas dans lequel j'ai pu évoluer moi. C'est davantage le lobbying, c'est faire découvrir, faire comprendre à des fonctionnaires, à différents acteurs de la décision publique un sujet et leur apporter aussi d'autres aspects plus techniques qu'ils ignorent pour les aider à prendre des décisions qui soient plus cohérentes par rapport, dans le cas dont je parle, par rapport à nos territoires. Donc notre rôle en fait à Bruxelles, un cabinet qui s'appelle Eurodom, en fait qui représente les intérêts de l'ensemble des départements d'outre-mer, DOM et TOM, pays et territoires d'outre-mer. Et donc mon rôle avec mes collègues, c'était à chaque fois qu'une décision devait être prise, pouvoir expliquer aux fonctionnaires, mais également aux parlementaires, mais également aux ministres parfois, aussi au niveau parisien, quelle était notre réalité à nous, territoires ultramarins, et quelles étaient les conséquences de leurs décisions, et leur proposer des amendements ou voilà, certaines modifications afin que les décisions soient plus conformes et aident au développement de nos territoires plutôt de leur apporter, de créer des difficultés. Donc j'ai travaillé pendant 4 ans à Bruxelles, donc extrêmement intéressant, puisque moi, en tant que réunionnaise, je ne connaissais pas bien non plus la réalité des autres outre-mer, je connaissais évidemment bien mon territoire, et là, ça m'a amené aussi à rentrer dans des problématiques autres, celles de la Guyane, celles des Antilles françaises, mais également des PTOM, donc Saint-Pierre-et-Miquelon, la Calédonie, Wallis et Futuna, et voilà, la Polynésie française. Et donc extrêmement enrichissant pour moi d'avoir cette meilleure connaissance de l'ensemble des territoires d'outre-mer. Je me suis rendu compte qu'on avait énormément de problématiques communes aussi, des choses qui nous éloignaient. On n'a pas tous non plus exactement les mêmes soucis, mais globalement, les difficultés sont les mêmes. L'éloignement, l'étroitesse de nos territoires et donc de nos marchés, la difficulté effectivement à se faire connaître et à se faire entendre par-delà les océans, la difficulté aussi pour tous les pays de l'Union européenne qui connaissent très mal les Outre-mer aussi, les sensibiliser à nos réalités. Donc tout ça, ça a vraiment forgé aussi ma vie professionnelle et pour la suite, vraiment, ça a été quelque chose d'extrêmement formateur puisqu'en plus j'étais jeune et que c'était vraiment une découverte totale et j'ai énormément voyagé à ce moment-là et ça m'a ouvert des nouveaux horizons aussi. Donc au bout de 4 ans, envie quand même d'être utile plutôt sur le territoire plutôt qu'à Bruxelles, et c'est là que j'ai eu l'opportunité de revenir à La Réunion. Je vais être honnête, c'était pas forcément mon choix numéro 1, je revenais avec celui qui allait être mon mari. J'avais davantage envie de Calédonie ou de Guyane que de Réunion parce que tout simplement je connaissais déjà bien La Réunion et j'avais envie de découvrir d'autres choses. Et puis finalement, opportunité professionnelle pour tous les deux. Donc je suis rentrée à La Réunion avec mon futur mari dans les bagages. Et en fait, j'ai pris le poste de secrétaire adjoint des interprofessions animales à La Réunion. C'est-à-dire que j'ai géré pendant 5 ans en tant qu'adjointe et 5 ans en tant que secrétaire générale le développement des filières viande et lait à La Réunion. L'idée, pour aller très vite, c'était de coordonner l'ensemble des acteurs des filières viande et lait, c'est-à-dire à la fois les producteurs, les coopératives de producteurs, les outils industriels, donc les abattoirs, et les outils de transformation laitiers, notamment les outils de transformation qui fait des produits carnés également, tous les distributeurs,
tous les importateurs et l'État et l'Union européenne. L'idée étant vraiment d'avoir une cohérence dans notre action et de permettre de développer, d'installer des nouveaux producteurs, de faire, dans la mesure du possible, baisser les prix de vente à la consommation et répondre en termes de quantité et de qualité aux besoins des consommateurs réunionnais. Donc c'était un vrai challenge. Ça s'inscrivait dans la suite logique aussi de ce que j'avais fait à Bruxelles, c'est-à-dire toujours cette envie de défendre mon territoire, de développer mon territoire et de travailler du coup avec les opérateurs sur le terrain pour vraiment créer de la valeur ajoutée et être dans de la création d'emplois et faire rayonner le savoir-faire réunionnais justement sur le territoire et ne pas penser que ce qui vient de métropole ou d'ailleurs est forcément meilleur que ce qu'on fait à la Réunion. Voilà, donc c'était un peu la suite logique et c'est là que j'ai découvert vraiment l'agriculture en tant que telle et que j'ai eu vraiment un coup de foudre pour cet aspect agricole, pour les agriculteurs. J'adore être sur le terrain avec mes bottes et y aller comprendre la réalité d'un éleveur laitier ou d'aller aider un producteur dans une mise bas. J'aime mettre mes bottes aussi pour aller dans un abattoir, même si c'est un peu plus compliqué de temps en temps, très tôt le matin, de voir l'abattage de volailles ou de lapins. Mais voilà, j'aime ce côté très opérationnel et comprendre quel est mon impact aussi concrètement sur la vie des gens que j'accompagne et que j'aide. Voilà, au bout de 10 ans, j'avais fait le tour objectivement, j'avais vraiment le sentiment d'avoir contribué au développement de ces filières, notamment en ayant mis en place deux projets, un qui s'appelle Défi. Peut-être que si vous faites vos courses à La Réunion, vous voyez les produits Défi avec les baisses de prix. Donc ça, c'est moi qui avais mis ça en place en 2008, me semble-t-il, 2008-2009. Et ensuite, j'ai mis en place un deuxième projet qui s'appelle Défi Responsable, où là, c'était faire vraiment rentrer l'agroécologie dans les modes de production à la Réunion. Et ça a été vraiment un virage très important pour les filières. Et à partir du moment où j'ai mis ce projet agroécologique en place, j'avais vraiment le sentiment d'être arrivé un peu au bout du chemin aussi, et de leur avoir apporté ce que je devais leur apporter. Et c'est là que ce projet cosmétique, qui était déjà dans un coin de ma tête depuis quelques années, a vu le jour. Et tout le monde me dit, mais comment tu passes du steak haché ou du jambon à la cosmétique, alors qu'en plus, j'avais effectivement aucune qualification en cosmétique. Et là, pareil, je trouve que pour moi, c'était une suite logique en tout cas, après m'être investi à La Réunion auprès des producteurs pour améliorer la qualité des produits de la viande et du lait, travailler dans la cosmétique et proposer des produits 100% d'origine naturelle avec des matières premières de La Réunion. Oui, c'était la suite logique, puisque nous, les femmes, notamment, ce qui nous impacte, c'est ce qu'on mange, mais également ce qu'on se met sur la peau. Et toujours avec cette idée de contribuer au développement local, accompagner la structuration de filières cosmétiques, et notamment d'un point de vue de la production des matières premières. Donc, ça peut paraître décousu, mais en fait, pour moi, c'est toujours cette même envie de développement du territoire, de création de valeur ajoutée et de valorisation des produits locaux et des producteurs locaux surtout. Moi, dans ton parcours, là, quand tu en parles, on voit bien le fil conducteur, le fil un peu logique que tu arrives à dessiner, à esquisser dans ton récit. Une question qui me vient en tête, c'est est-ce que ce fil conducteur, il a toujours été clair et évident pour toi? Ou est-ce que c'est, tu vois, a posteriori, que tu as réussi à retrouver un peu des dominateurs communs dans les différents postes et activités que tu as pu avoir? Ça a toujours, ça a toujours été très clair pour moi, dans la mesure où, quand j'ai quitté les interprofessions animales, Arribev arrive, j'ai eu forcément, je suis pas partie pour créer mon entreprise. Je suis partie parce que j'étais arrivée au bout du chapitre que j'avais envie d'écrire avec les filières, et j'ai pris le temps de me poser, notamment, de me poser entre guillemets, puisque je suis partie faire un tour d'Amérique du Sud avec ma petite famille. Donc, mais j'avais besoin de me poser intellectuellement et de faire le point sur de quoi j'avais envie en fait. De quoi j'avais envie, qu'est-ce qui était important pour moi dans la suite de mon parcours professionnel. Et c'est vraiment en faisant ce bilan que je me suis dit, voilà, les valeurs communes, et en tout cas, j'ai besoin pour la suite de mon aventure professionnelle de garder les valeurs. Et les valeurs, c'est quoi? C'est contribuer au développement de mon territoire.
Voilà, j'ai fait le point aussi sur le fait que j'aimais le monde agricole et que j'avais envie de continuer à travailler avec le monde agricole et les producteurs. Donc finalement, mon projet professionnel s'est construit autour de ce qui était important pour moi. Et ce qui était important pour moi, c'est aussi ce sur quoi j'avais travaillé dans les années précédentes à Bruxelles et à La Réunion pour les filières animales. Donc la cohérence a toujours été là. Même si extérieurement, je comprends tout à fait ceux qui se disent « Oula, comment elle passe des filières animales à la cosmétique, c'est n'importe quoi ». Pour moi, les choses ont toujours été claires parce que la ligne directrice a toujours été là, en fait. Et les valeurs ont toujours été là, quel que soit le secteur. Ça me fait penser un peu à, tu vois, à la méthode Ikigai. Quand tu dis, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que j'avais fait, qu'est-ce que j'aimais faire, qu'est-ce que j'avais envie de faire, etc. Et, je pense que c'est des questions toutes simples, mais c'est difficile parfois d'arriver à apporter des réponses claires et justes. Et toi, on voit que, en tout cas, on ressent une certaine facilité à y voir clair dans ce parcours. Donc, on arrive à 15 ans de vie professionnelle, 5 ans à Bruxelles, 10 ans à La Réunion, toujours au service du territoire, toujours dans des positions avec plusieurs acteurs. Un poste de secrétaire général où tu touches, voilà, tu dis au monde agricole, au terroir, etc. Alors, 2 questions. Comment ça t'amène à vouloir créer ton entreprise? Tu disais que c'était pas ça forcément qui t'avait amené à mettre fin à ton premier poste, mais plutôt que tu avais fait le tour. Du coup, quand tu arrives à la fin de ce cycle-là, qu'est-ce qui te dit ensuite, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat? Première question. Et deuxième question, pourquoi la cosmétique et pourquoi Omaido? Effectivement, beaucoup de questions. Sur la question de l'entrepreneuriat, très clairement, voilà, au bout de 14 ans, après Bruxelles et la Réunion, pardon, les filières animales, c'est vrai que quand j'ai fait ce break, parce que j'en avais besoin, hein, et c'est vrai que j'invite nos auditeurs, quand ils ont envie ouais, de passer à autre chose aussi, à toujours prendre ce temps de pause, parce que c'est important de prendre des décisions à tête reposée. Ça paraît un peu bête et on enfonce des portes ouvertes, mais c'est vrai que la décision de créer une entreprise est loin d'être neutre, et pour la vie professionnelle, et pour la vie personnelle, et d'un point de vue financier, etc. Donc c'est important de se poser et de se poser la question aussi de quoi j'ai envie, et est-ce que j'ai aussi, j'allais dire, l'envie de prendre ce risque de créer une entreprise et de me lancer dans cette aventure où on sait jamais, on sait quand est-ce qu'on commence, on ne sait pas exactement quand et comment ça se termine. Donc ça, c'est vrai que se faire un petit arrêt sur image, c'est toujours important. Et c'est vrai que lors de cet arrêt sur image, j'ai eu des propositions, moi, d'autres postes de direction qui étaient intéressants. Et en fait, au fond de moi, je sentais que j'en avais pas envie et que j'avais envie d'autre chose, que j'avais envie de créer et d'être mon propre patron aussi et de créer quelque chose from scratch, quoi, si je puis dire. Et c'est vrai que j'avais déjà cette idée de cosmétique, tout simplement parce que je suis pas une grande utilisatrice de produits, je devrais pas le dire, hein, en tant que fondatrice de produits cosmétiques, je devrais vous dire que j'utilise une dizaine de produits par jour, mais c'est pas forcément le cas. Par contre, je choisis avec attention mes produits, et c'est vrai qu'avec mon mari, on aime bien aller se faire masser dans certains hôtels de Lille, et j'ai toujours été étonnée, pour ne pas dire déçue, à chaque fois de trouver des produits qui viennent de métropole, en fait. Alors qu'on est au bord de la mer, qu'on a envie d'avoir du sucre, on a envie d'avoir des odeurs de la Réunion, on a envie d'avoir une sensorialité avec des matières premières de la Réunion, et on se retrouve avec des produits made in Paris. Et donc, c'est ça qui m'a amené au début à réfléchir en me disant, on a tellement de belles matières premières à La Réunion, pourquoi on n'arrive pas à faire une gamme avec des matières premières de La Réunion? Et après, sur la naturalité, sur le 100% d'origine naturelle, là aussi, c'était une évidence. C'est vrai que je vous ai raconté, j'ai quitté les filières animales après avoir mis en place un projet agroécologique. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible d'imaginer de lancer un projet sans prendre en compte justement cet aspect environnemental et cet aspect naturalité. Donc ça a été vraiment une évidence pour moi d'aller sur cette naturalité
naturalité aussi, de pousser le bouchon le plus loin possible sans être, comme beaucoup de marques, à 95 ou 96% de naturalité, mais à 100% de naturalité. Et puis, comme je le disais, il y avait cette envie aussi de travailler avec des producteurs locaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de filière cosmétique en tant que telle, ni de filière de matières premières cosmétiques vraiment bien installée. Et ça me faisait envie aussi. Après avoir travaillé à la structuration des filières viande et lait, c'était aussi un beau challenge pour moi de me dire, il y a quelque chose à faire dans le milieu cosmétique. On a ces belles matières premières, mais rien n'est organisé. Et si j'allais là aussi amener ma pierre à l'édifice et essayer d'apporter un peu de structuration ou en tout cas voilà, une certaine visibilité à cette filière des matières premières cosmétiques. Donc c'est vraiment l'ensemble de ces éléments-là qui m'ont amené à la cosmétique, en se disant utilisons des matières premières locales et proposons une alternative aux produits cosmétiques qu'on peut retrouver actuellement, en proposant cette offre très innovante. Et j'avais effectivement au fond de moi cette, cette conviction que si je voulais sortir du lot, si je voulais exister au milieu de pléthore de marques cosmétiques, au niveau national notamment, il fallait que je sois extrêmement différenciante. Et l'idée d'avoir seulement, entre guillemets seulement, une origine Réunion et des matières premières réunionnaises me paraissait insuffisant pour pouvoir percer au niveau national et pour pouvoir m'imposer au niveau national. D'où cette idée également du froid qui est intervenue très rapidement dans le projet, d'abord par habitude. J'ai toujours vu ma maman mettre ses produits cosmétiques au frais, et moi aussi c'est une habitude en termes de stabilité, en termes d'efficacité, de sensorialité, ça change vraiment tout. Et voilà, très rapidement, cette envie de mettre le facteur froid au cœur du projet aussi, pour jouer sur l'efficacité et booster l'efficacité des produits, mais aussi d'un point de vue plus marketing, pour me différencier fortement de l'offre existante. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Si, c'est très clair. Et je te poserai une toute dernière question avant de passer la main à Clément qui a pléthore de questions à te poser, juste pour repositionner un peu les dates. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler, voilà, quand tu quittes ton poste, on est en quelle année? Ces premiers éléments de réflexion, ils interviennent quand? Et puis finalement, le lancement d'entreprise, ça prend combien de temps, tu vois? Alors, je vais essayer de pas m'embrouiller moi-même parce que voilà les dates. Alors, je quitte de mémoire mon poste de secrétaire général des interprofessions, je dirais en juillet 2018. Donc je fais mon break, comme je l'ai dit, avec ma petite famille en Amérique du Sud de août à peu près à décembre 2018, et je me retrouve en janvier 2019 seule dans ma chambre devant une page blanche en me disant qu'est-ce que je vais faire de ma vie. C'est à peu près ça, objectivement, parce que je vous dis, j'avais ce projet cosmétique dans un coin de ma tête, mais rien d'organisé, rien de structuré, et c'est vrai qu'il y a un peu ce sentiment de vide, qui n'est pas évident, surtout que je travaillais énormément, je voyageais énormément, et du jour au lendemain, je me retrouve seule, les enfants à l'école, mon mari au boulot, et moi en me posant cette question justement de voilà, maintenant qu'est-ce que j'ai envie de faire au fond de moi. Donc là, on est en janvier, février à peu près 2019, et réellement le projet, je commence à travailler dessus, et vraiment un des points de démarrage fort de ce projet, je pense que c'est en juillet 2019 où je vais voir la Cosmetic Valley, donc qui est un peu l'équivalent de Calitropique, c'est-à-dire que c'est un pôle de compétitivité qui regroupe l'ensemble des acteurs de la cosmétique française. Donc c'est à Chartres, c'est LVMH qui préside la Cosmetic Valley, donc vous voyez à peu près le niveau. Donc il y a les Clarins, il y a les LVMH, il y a L'Oréal, il y a voilà, tout le monde dans cette Cosmetic Valley, et je viens, moi, en tant que petite réunionnaise, présenter mon petit projet de cosmétique réfrigérée. Et là, en fait, il y a un vrai coup de cœur de l'ensemble des acteurs de la filière cosmétique française qui me disent « Ouh là là, c'est extrêmement compliqué votre projet, c'est vraiment un vrai challenge, mais hyper intéressant pour l'avenir de la cosmétique française. Donc on labellise votre projet et on vous suit ». Et là, ça a vraiment été un électrochoc pour moi, parce que
parce que entre l'idée qu'on peut avoir dans un coin de sa tête, à 10 000 kilomètres de Paris, et puis et la réalité de l'intérêt que ça peut avoir, voilà, il y a un gap. Et à partir du moment où j'ai eu cette reconnaissance nationale, aussi de l'intérêt de mon projet, là, ça a démarré pour moi. Donc on est, je vous dis, en juillet 2019, et là, ça m'a permis d'aller ensuite voir justement Calitropique à La Réunion, d'aller voir la Technopole, de rentrer en incubation à la Technopole, d'aller voir la BPI pour avoir les premiers financements. Et globalement, ensuite, le projet a mis 3 ans à voir le jour, puisque c'est en mai 2022, donc il y a juste 1 an, que la commercialisation a démarré. Vous voyez, donc entre 2019 et 2022, oui, 3 ans de recherche et développement, de développement produit, de développement de tout ce que vous pouvez imaginer. Je partais de zéro, l'identité visuelle, la marque, la communication, les packaging, les produits en tant que tels, tout, quoi. Et voilà, le plan de financement, les budgets, etc., etc. Donc 3 ans, et là, ça fait 1 an effectivement de commercialisation. Voilà les grandes dates d'Omaïdo. Hyper intéressant. Merci Franck pour d'avoir dégrossi là le sujet. J'ai l'impression qu'on a fait une overview 360 là qui nous donne une bonne idée de d'où tu pars, de pourquoi tu l'as fait. Et même si tu vois, tu disais beaucoup que tu avais toi des retours comme quoi les gens te disaient mais tiens c'est bizarre d'être passé du steak au produit de beauté. Là, quand tu l'expliques, effectivement, ça paraît vraiment cohérent, à la limite logique finalement. Et on retrouve, tu vois, j'en parlais encore récemment, on retrouve beaucoup là dans ton discours 2 choses. La première, c'est l'engagement. Tu vois, on voit vraiment que dans tout ton parcours, tu as toujours été engagé dans tout ce que tu fais pour les DOM et particulièrement pour La Réunion. Et je trouve ça intéressant de revoir ça dans ton projet. Moi, j'avais une question un peu pratico-pratique. On voit que tu as effectivement cette idée pour te démarquer en termes de proposition de valeur et aussi sur le plan marketing, tu l'as dit. Tu vas valider l'idée avec les professionnels de la filière, mais on le sait que finalement, ceux qui ont quand même le dernier mot à la fin, ce sont les clients, le marché. Ouais. Comment toi, tu te dis, comment tu arrives à valider, parce qu'il y a quand même 3 ans de R&D, et 3 ans de R&D, ça peut faire peut-être un effet tunnel aussi. Tu te dis, bah, tu vas travailler pendant 3 ans sur un produit qui, peut-être tu ne le sais pas encore à ce moment-là, va trouver un marché. Comment tu arrives à valider que ce produit-là, cette proposition de valeur qui est différente, unique en son genre, va trouver effectivement un marché? Alors d'abord, au tout début, j'ai fait une petite étude de marché, voilà, une étude quantitative. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'aussi qu'une étude qualitative serait importante pour aller vraiment au fond du sujet et pouvoir vraiment interroger des consommateurs potentiels sur ce qu'évoque le froid pour eux, la difficulté évidemment de stocker les produits au frais chez eux également, valider le nom de la marque aussi. Donc voilà, tous ces éléments-là. Et c'est pour ça que, alors là, en termes de date, c'est une catastrophe. Je pense que ça va être certainement début 2020, me semble-t-il, que je vais lancer cette étude qualitative sur Paris pour justement D'accord. interroger 3 panels de consommateurs sur l'idée du froid. Et aller plus loin, justement, creuser ce que ça pouvait évoquer pour eux en termes d'opportunités, de contraintes aussi, voilà, d'un point de vue cosmétique, qu'apportait le froid pour eux, d'un point de vue aussi cosmétique et beauté. Donc cette étude a été extrêmement intéressante et importante pour moi parce que ça m'a permis à la fois de valider le fait que le froid dans l'imaginaire collectif, c'est jeunesse éternelle, c'est le côté bonne mine, ça resserre les pores. Il y a énormément d'aspects positifs liés au froid, l'effet du froid sur la peau et l'utilisation de produits réfrigérés sur la peau. Donc ça, voilà, ça c'était important parce que ça veut dire que j'allais travailler sur cet imaginaire positif et que malgré les difficultés logistiques, voilà, j'avais déjà, j'allais dire, un terreau qui était positif pour développer ce projet. Et après, aussi élément important, ce sont tous les éléments de frein que j'imaginais,
mais c'est bien de les entendre de la bouche de ces potentiels consommateurs aussi, pour vraiment les prendre en compte à leur juste valeur et pas les minimiser, parce qu'en tant que chef d'entreprise, on a parfois tendance à vouloir aller vite, vite, vite sur son projet et à minimiser un peu les freins. Et là, c'était intéressant pour moi pendant 2 jours d'entendre justement toutes les difficultés. Ben oui, mais comment je fais quand je voyage? Où est-ce que je mets mes produits? Si je les oublie, est-ce que c'est grave? Et voilà, toutes ces questions, je vous dis pas qu'on a pu les lever à 100%, mais ça nous a permis dans notre offre, en tout cas, de pouvoir réellement travailler là-dessus et apporter des solutions. De toute façon, quand on propose un produit, on est sûr de pas avoir 100% d'adhésion, enfin, en tout cas, c'est rare. Avoir 100% d'adhésion, l'idée c'est de se dire, voilà, ma cible en tant que telle, comment en tout cas je me donne les moyens de pouvoir l'écouter, l'accompagner le mieux possible dans cette nouvelle manière de consommer de la beauté, parce que c'est une innovation, et donc comme toute innovation, il faut aussi entendre les freins que constitue cette innovation pour nos consommateurs. Et c'est comme ça, justement, en écoutant ces freins, qu'on a développé en plus des produits, des outils, hein, telle qu'une trousse de beauté isotherme qui permet de ranger les produits dans le frigidaire et d'isoler les produits au maïdo des odeurs de camembert et de carie, et de pouvoir transporter les produits aussi plus facilement de la cuisine à la salle de bain, mais aussi en week-end. Et c'est aussi cette étude qualitative qui nous a permis de faire un partenariat avec une start-up française qui fait des petits frigidaires de beauté. Voilà, donc tout ça, ce sont vraiment des outils qu'on a mis en place pour essayer de lever au maximum ces freins, tout en sachant qu'il y a toujours des consommateurs ou des consommatrices qui vont nous dire j'achète pas au Maïdo parce que c'est trop compliqué et que j'ai pas envie de m'embêter avec cette chaîne du froid. Voilà. Mais c'est aussi pour ça que on a la possibilité, c'est un discours qu'on développe beaucoup sur le terrain, sur le fait que les produits sont stables à température ambiante. Donc nous, on préconise de les garder au frais pour plus d'efficacité, plus de sensorialité, mais les produits peuvent être gardés également à température ambiante. Par contre, après ouverture, il faut les utiliser dans les 3 mois, contre 6 mois à température réfrigérée. Voilà, donc ça, c'est pour répondre à ta question, Clément, c'est vrai que c'est une étape qui est extrêmement importante, de se confronter le plus vite possible à des consommateurs et pouvoir valider les hypothèses, les valider ou ne pas les valider d'ailleurs, les hypothèses qu'on avait formulées pour pouvoir au maximum répondre en tout cas à leurs attentes, à leurs besoins et à leurs objections aussi. Maintenant, c'est vrai que 3 ans, c'est long. Entre-temps, moi j'ai commencé, comme je dis souvent, à formuler la veille du premier confinement. Voilà, très facile, hein, 10 000 km avec un laboratoire basé à Brest, etc. Pas de possibilité de sortir de chez soi, de voyager, enfin, voilà, très facile. Et j'ai commencé la commercialisation en pleine crise ukrainienne, avec en plus la problématique d'électricité. Et donc, quand on commercialise des produits dans un meuble réfrigéré et qu'il y a une grosse crise effectivement électrique, c'est pas forcément très simple. Donc c'est toujours la difficulté du chef d'entreprise entre ce qui tient sur le papier et puis la réalité ensuite des difficultés qu'on va rencontrer au fur et à mesure et qui nous impose d'adapter aussi notre projet, de l'adapter à la réalité du moment qu'on ne pouvait pas forcément anticiper en faisant une étude quantitative ou qualitative 3 ans avant. Vu tout ce qui nous arrive en ce moment, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et donc cette sobriété énergétique, voilà, ça nous a obligés aussi à nous adapter, à repenser le système, et notamment au niveau métropolitain, on laisse le choix entre la vente dans un meuble réfrigéré ou à température ambiante. Par contre, à La Réunion, vu les chocs thermiques et vu les températures, je vous apprends rien, là, on impose la commercialisation en meuble réfrigéré pour éviter les chocs thermiques sur nos principes actifs et sur nos formules. Mais voilà, donc ça, c'est une adaptation qu'on a été obligé de mettre en place aussi par rapport à une réalité de marché et par rapport à une réalité internationale, j'allais dire, qui nous a complètement dépassés et qu'on ne pouvait absolument pas anticiper. Allez, on fait une petite pause de 3 secondes dans le podcast. Toi qui es en train de nous écouter, si le podcast te plaît, pense à liker, commenter, nous mettre une note, ça nous fera très plaisir et ça donne de la visibilité à notre invité. C'est bon, tu as mis ton like, tu as écrit ton commentaire, tu as mis ta note, c'est parti, on passe à la suite. Moi, il y a quelque chose qui vraiment me frappe là dans ton discours, j'ai vraiment l'impression qu'on peut te poser des questions sur ton domaine et que tu es incollable. Et pour autant,
Tu le disais, c'est un domaine que tu connaissais pas à la base et que tu as Ouais. découvert au fur et à mesure, j'imagine. Comment on fait, tu vois, pour se lancer comme ça dans un domaine qu'on connaît pas? Et surtout, tu vois, t'as pris quand même un gros risque. C'est, tu le dis toi-même, tu es allé voir les professionnels du domaine et tu leur as pitché ton projet, bien que finalement tu as vécu quelques mois, on va dire, de recul sur ce domaine qui est la cosmétique. Comment on fait pour se lancer comme ça dans un nouveau domaine quand on découvre tout et surtout d'aller se confronter avec des gens dont c'est le métier depuis plusieurs années, voire plusieurs générations? Alors c'est extrêmement compliqué, j'en parle de temps en temps à ma psy, hein. C'est c'est pas évident, non, mais ce qui est pas évident, c'est que je suis d'une nature extrêmement anxieuse. Donc je suis, quelqu'un qui, normalement de nature, devrait aimer, les cadres bien définis, les chemins bien pavés, et rester, justement sur une route toute tracée et en fait, je suis une grande angoissée, une grande anxieuse, avec une âme d'aventurière. Alors, très souvent, je me dis que c'est très antinomique et que c'est compliqué d'être une anxieuse, avec une cape d'aventurière. Mais voilà, j'aime sortir des sentiers battus et j'aime faire, des choses qui n'ont pas été encore faites. Parce qu'autrement, je trouve que si c'est faire la même chose que ce qui a déjà été fait, je vois pas forcément l'intérêt. En général, quand on copie, on fait toujours moins bien que l'original. Donc, c'est un peu, c'est un peu idiot. Donc c'est vrai que quand je me suis lancée, j'y connaissais rien. Mais quand je me suis lancée dans la filière viande et lait, je n'y connaissais rien non plus et objectivement, quand j'ai commencé à Bruxelles, j'avais beau, avoir quelques jolis diplômes, je n'y connaissais rien non plus. Donc ce côté, page blanche est très angoissant, hein, surtout pour, voilà, quelqu'un d'anxieux comme moi et en même temps, il y a aussi cette excitation de se dire, «Bon, ben, voilà, une page blanche, je prends un stylo et j'écris ce que je veux, en fait» et j'écris ce que je veux et je laisse libre cours à mon imagination. Après, comme tous les anxieux, et les grands angoissés, il y a le travail derrière. Parce que plus on est anxieux, plus on est angoissé, plus on essaye justement, malgré tout, de re-rentrer dans un cadre et surtout de se dire: «Il faut que je bosse parce que je dois être incollable et je dois encore plus bosser que les autres» parce qu'il y a ce complexe que nous sommes nombreux à connaître. On a toujours l'impression de ne pas être forcément à notre place et de ne pas avoir les compétences qu'il faut et je pense que c'est très lié aussi, ça j'en suis persuadée, à notre, statut d'ultramarin. On a toujours l'impression, 1 de déranger et 2 d'être moins bien formés, moins bien armés, moins bien qu'en métropole. Et donc ce qui nous amène à travailler encore plus que les autres. Ça, j'en suis persuadée, je l'ai vu à Sciences Po, je l'ai vu, voilà, dans toutes les études que j'ai pu faire, qu'on a toujours ce besoin de prouver qu'on est à la hauteur et toujours cette crainte de ne pas être à la hauteur par rapport par rapport aux autres. Donc effectivement, énormément de travail. Donc c'est oui, c'est des heures et des heures et des heures et des heures, ben, sur internet, à regarder comment on crée un produit cosmétique, la composition, analyser. Je ne vous cache pas qu'il y a un moment où, mon mari a pété un peu un câble parce que je commençais à faire des produits cosmétiques dans la cuisine, hein. Donc il y avait plus, d'huile végétale, d'hydrolat, et d'émulsionnant, dans la cuisine, que de nourriture parce que j'avais besoin de passer à cette étape très opérationnelle de se dire: «Voilà, c'est bien beau de lire comment on fait un produit cosmétique, mais j'ai besoin moi d'en faire et pour comprendre». L'idée, c'était pas que je les fasse pour les vendre, hein, mais c'était davantage pour comprendre les différentes étapes. Donc je suis passée et pourtant, je suis pas une chimiste dans l'âme du tout, mais effectivement, j'avais besoin de passer, au côté très pratico-pratique aussi. Donc voilà, mais c'est vrai que je vais poser un nom, hein, ce syndrome de l'imposteur, voilà, que j'ai et que nous sommes nombreux à avoir, amène aussi à se dépasser et amène à aller toujours plus loin, je pense et surtout à travailler énormément pour vaincre, hein, ce syndrome et se dire: «Bah oui, je suis à la hauteur, moi aussi je peux proposer quelque chose et il y a pas de raison, je suis aussi capable». Et c'est vrai que, bah, il faut excusez-moi l'expression, mais se botter les fesses, hein, aussi parce que c'est pas évident, hein, d'aller, à Chartres, voir, LVMH pour proposer un projet. Je l'ai dit en tant que petite réunionnaise qui n'avait rien à voir avec le schmilblick jusque-là, c'est pas facile, c'est pas facile et on s'attend à se prendre des portes, mais il y a un moment où de toute façon, c'est la vie d'un entrepreneur, hein, accepter de se prendre des portes et tomber, retomber, retomber, retomber et tomber encore une fois et se relever et essayer
c'est épuisant, mais je reste persuadée que c'est que comme ça qu'on apprend et qu'on fait aussi des belles rencontres. Et ce qui s'est passé avec la Cosmetic Valley, ça a vraiment été une porte qui s'est entrouverte et il ne faut pas hésiter à aller se faufiler et ensuite à utiliser ça pour aller voir les autres opérateurs et se créer sa propre légitimité aussi. Voilà, en partant de zéro. Mhm. Bien sûr, bien sûr. C'est hyper intéressant et merci de nous partager ça de manière transparente parce que je pense que c'est un discours qui va parler à pas mal de gens et en même temps, tu vois, c'est aussi très inspirant ce que tu racontes parce que, en fait, ce que tu expliques, c'est que il y a beaucoup de barrières qui sont déjà au niveau de notre état d'esprit et on a beaucoup de barrières mentales qu'on se forge par soi-même, mais aussi par la culture, l'environnement dans lequel on a grandi. Moi, je voudrais revenir sur le fait que tu disais, c'est vrai qu'en tant que Réunionnais, en tant qu'ultramarin, tu vois, on se forge un peu des convictions que ce qu'on fait peut être moins bien perçu, etc. Moi, j'ai l'impression que plus on avance, en tout cas, c'est vraiment moi ce que je ressens dans mon aventure entrepreneuriale, plus on avance et plus la Réunion et les Outre-mer de manière générale ont une image plutôt positive et font un peu l'effet inverse en fait. Je trouve que, tu vois, moi par exemple dans mon domaine, quand on dit qu'on est à La Réunion, que tu vois, les gens commencent à connaître et il y a une espèce de bienveillance qui s'installe naturellement. Et je trouve que maintenant, c'est devenu finalement plus un avantage, tu vois, de venir de La Réunion, de venir des Outre-mer. Et ça compense un peu, tu vois, les barrières mentales qu'on peut se forger. Est-ce que toi, tu fais ce constat-là aussi, tu vois, dans le terrain, parce que tu l'as dit, toi, tu avais Mm. cette pensée-là en amont. Est-ce que aujourd'hui, tu penses que d'être réunionnaise, d'avoir fondé ton entreprise à La Réunion, c'est un avantage et pourquoi aussi, deuxième question en une, c'est pourquoi toi tu as décidé de tout de suite aller viser le national, voire même l'international et pas rester, tu vois, sur des produits à viser peut-être juste pour les Outre-mer. Alors sur le fait que être ultramarine ou avoir une entreprise en outre-mer est un avantage, euh, peut-être que je suis un petit peu plus euh, voilà, un peu plus sceptique que toi, ou Mhm. négative, je sais pas, que toi. J'ai l'impression qu'on a encore ce côté tropical, ce côté vacances, ce côté sympathique. Je trouve que voilà, Ok. les ultramarins ont un côté sympathique. En général, ah, vous venez de la Réunion, ah super, ah c'est chouette, ah bah j'y suis allée, je suis allée en vacances, ok bon. Donc ça permet tout de suite de créer du lien, mais je trouve qu'on n'a pas encore réussi, en tout cas. Voilà, mais ça Mhm. c'est un travail collectif, hein, c'est pas un jugement de valeur, c'est vraiment un travail collectif qu'on a à faire, et notamment nous aussi, chefs d'entreprise ultramarins, il y a encore un petit peu ce côté vacances, ce côté pas totalement sérieux peut-être aussi, qui, euh, qui prend le dessus, qui peut prendre le dessus. Mais voilà, quelle est la part des barrières que nous-mêmes on se met, quelle est la part de la réalité, hein, de ce qu'on perçoit, c'est toujours compliqué. Mais je trouve qu'on a encore ce travail de crédibiliser voilà, nos projets, nos entreprises, et de leur dire, bah oui, c'est pas juste la plage et les requins, parce qu'on en parle Mhm. beaucoup, hein, des requins, la plage et les requins, mais on est capable d'offrir autre chose. Et il y a un vrai dynamisme entrepreneurial. Et là, je vous rejoins totalement, hein, par rapport au début de l'interview. On a vraiment une richesse entrepreneuriale et un dynamisme que moi-même j'ignorais. Hein. Quand je suis rentrée à La Réunion, je ne m'attendais pas à retrouver le territoire avec autant de projets entrepreneuriaux et de personnes qui avaient envie justement de dynamiser et de sortir un petit peu des sentiers battus. Donc ça, c'est extrêmement positif, mais je pense qu'on a encore énormément de boulot, malheureusement, Mhm. pour se détacher de ce côté, je vous dis, tropical et vacances, quoi, malheureusement. Mhm. Et Mhm. la deuxième question, Non, je ne m'en mais souviens plus. ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Merci effectivement de partager aussi ton regard là-dessus, parce que effectivement, comme on est dans des domaines un peu différents, on peut avoir une Ouais. perception voilà, qui est complètement voilà, un peu différente et c'est intéressant d'avoir la tienne. Ma deuxième question, c'était pourquoi tu as choisi
de monter une entreprise à Paris, finalement, enfin, tourner en tout cas vers l'Hexagone. En tout cas, c'est ce que j'en comprends. Et dis-moi si c'est juste une perception, une mauvaise perception de ma part. Je comprends que tu as des produits à La Réunion, que tu fais aussi de la vente à La Réunion, mais j'ai l'impression que Omaido, aujourd'hui, a plutôt une visée nationale, voire internationale. Est-ce que c'est le cas? Pourquoi? Voilà, qu'est-ce qui a fait que ce choix-là a été fait, etc. Alors, international, pas encore, même si, voilà, j'espère que dans quelques années, on pourra être disponible et référencé en dehors de la France métropolitaine et de la Réunion. Là aussi, c'est des convictions et qui valent ce qu'elles valent. C'est toujours compliqué de toute façon au démarrage, hein, d'être certain de ce qu'on fait. Il y a toujours vraiment une part où on se lance et on se dit on verra bien. Mais j'avais cette conviction au fond de moi que le marché réunionnais serait rapidement trop petit, surtout que j'ai des produits avec un positionnement prix. Alors, on n'est pas sur du luxe, hein, on est vraiment sur du haut de moyenne gamme, mais voilà, en attendant, on a quand même des produits qui sont quand même plus chers que ce qu'on peut trouver dans des supermarchés. Et donc, j'avais la conviction que voilà, mon client potentiel, j'en aurais effectivement à La Réunion, mais qu'il avait peut-être plus une dimension métropolitaine que uniquement réunionnaise. Et puis après, il y a eu vraiment une réalité aussi logistique, dans la mesure où personne ne pouvait m'accompagner à La Réunion dans la partie R&D et la partie production de mes produits. Donc c'est la Technopole de La Réunion, la région Réunion, qui m'ont envoyé en fait en métropole pour cette partie R&D et cette partie production. Donc à partir du moment où mes produits étaient fabriqués en Bretagne, que mon stock était à Paris, c'était une évidence pour moi qu'il fallait que je puisse attaquer aussi le marché métropolitain et pas seulement le marché réunionnais. Donc il y avait vraiment cette conviction d'un point de vue potentiel de marché, mais également d'un point de vue logistique. Donc c'est vraiment ces deux éléments-là qui m'ont amené à travailler en parallèle le marché réunionnais et le marché métropolitain. Ce qui n'est pas une mince affaire hein, quand on est basé à La Réunion et qu'on veut développer ses produits au niveau métropolitain. Objectivement, là, si c'était à refaire, je ne sais pas si je le ferais dans cet ordre-là, en tout cas. Ah oui, bah Mais justement, voilà. c'était ma prochaine question, c'est comment tu gères ça, du coup, le fait de... Parce que toi, tu habites à La Réunion, hein, Marina, Ouais, c'est bien ça, j'habite à La hein? Réunion. Ouais, tout à Ouais, fait. du coup, comment tu gères un peu ce côté, développer un marché métropolitain en étant à Ouais, La Réunion? Et explique-nous un petit peu ton quotidien par rapport à ouais. ça. Alors, franchement, c'est pas facile du tout. C'est pour ça que je dis, si c'était à refaire, peut-être que je le referais pas de la même manière. Mais ça aussi, hein, ça fait partie de l'expérience. Et tant qu'on l'a pas vécu, c'est toujours compliqué hein, de réussir à se projeter. C'est vrai que j'avais plutôt l'idée que je démarrais uniquement sur Paris-Île-de-France dans un premier temps et que la Réunion arriverait dans un second temps. Et puis la réalité a fait que j'ai développé finalement la Réunion en même temps que la métropole, parce qu'opportunité commerciale et parce que en tant que réunionnaise, en fait, c'était inconcevable pour moi de ne pas pouvoir proposer mes produits aux Réunionnais. Donc très rapidement, ce que j'avais écrit dans mon business plan sur le papier, et ben voilà, tout est tout est parti en live et rien ne s'est passé comme c'était prévu. Comme souvent, hein, les business plans sont là pour qu'ils ne soient pas respectés. Mais voilà, donc j'ai développé les deux en parallèle, mais c'est vrai que c'est extrêmement lourd d'un point de vue quotidien. Alors sans rentrer dans ma vie personnelle, voilà, je suis mariée, j'ai deux enfants, j'ai deux filles, 12 ans, 7 ans. Donc voilà, c'est pas évident hein, de concilier, je vais tomber dans les gros clichés, vie professionnelle et vie personnelle, mais bon, après, c'est une réalité. Et je dis pas ça parce que je suis une femme, hein, parce que les hommes ont certainement les mêmes difficultés aussi, hein, à concilier les deux. Mais c'est vrai que je suis à peu près une semaine par mois en métropole, à Paris. J'ai des bureaux sur Paris. J'ai une équipe aussi voilà, qui est sur Paris. Et donc, je fais les allers-retours. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est toujours cette impression de ne jamais être suffisamment à La Réunion et de ne jamais être suffisamment à Paris. Voilà, ça c'est aussi mon quotidien de frustration, de se dire waouh, si j'étais sur Paris à l'année, j'avancerais plus vite, ça serait plus facile. Il y a toutes les réunions auxquelles je pourrais assister. Tout se passe à Paris. On a le sentiment un peu dans tous les domaines, mais encore plus en cosmétique, voilà, tout se passe à Paris et que tous les réseaux sont parisiens. Et en même temps, ce sentiment de ne jamais être suffisamment à La Réunion pour développer mon business et pour être à côté
de ma famille aussi. Donc je vous parle honnêtement, hein, c'est toujours ce déchirement permanent et cet équilibre qui est pas toujours facile, objectivement, qui est pas toujours facile. Je vais pas mentir à vos auditeurs, c'est compliqué. J'essaye de le gérer au mieux, à un moment, voilà, j'ai aussi limité les déplacements parisiens parce que je sentais que j'étais fatiguée, que j'avais besoin aussi de me ressourcer un peu plus à La Réunion et de me consacrer un peu plus à La Réunion et à ma famille. Donc c'est vraiment savoir aussi s'écouter et savoir concilier les deux de manière jamais optimale, hein, mais de manière la plus équilibrée possible en tout cas. Voilà. Écoute, c'est très clair. Et quelque part aussi, je regardais une interview de ta part où on te voit, je crois que c'est justement la Technopole qui avait fait une Ouais, vidéo où on te ouais, voyait aller récolter les géraniums et aller, tu ouais. vois, vraiment sur le terrain. Et je trouve que c'est aussi intéressant de se dire, bah, tu as ce double positionnement où tu vis à La Réunion au plus proche de tes produits d'origine qui refont appel aussi à ton engagement et aux valeurs que tu défends. Et peut-être que ce côté-là aussi, j'ai l'impression, en tout cas quand on discute, qu'il est aussi important pour toi de rester proche de tes produits d'origine, des personnes avec lesquelles tu travailles et pas forcément que du côté laboratoire, production. Donc peut-être que ça te permet aussi de te nourrir de ce côté-là, j'imagine. C'est tout à fait ça, c'est vraiment, tu l'as très bien résumé. C'est extrêmement important pour moi d'être, au plus près de mes producteurs, de mes matières premières. Parce que l'engagement d'Omaïdo, c'est effectivement l'efficacité optimale, hein, grâce notamment au froid. Mais cette efficacité optimale, elle commence aussi sur le terrain. Elle commence sur le terrain et si on n'a pas les bonnes matières premières, ça sert à rien d'aller ensuite mettre en place, de la formulation à froid, une chaîne du froid, si déjà sur le terrain, la matière première n'est pas produite de manière optimale et n'est pas Hmm. préservée de manière optimale. Et c'est vrai que je l'ai dit hein, dans mon expérience professionnelle précédente, ça a été vraiment une découverte, un coup de cœur, ce côté producteur. En fait, j'ai besoin, je pense, de garder aussi les pieds sur terre. Et dans la terre, peut-être. Voilà, c'est important pour moi aussi de me ressourcer. Et pourtant, je viens pas d'un milieu agricole du tout. Et j'ai pas d'agriculteur dans ma famille, mais je sens vraiment un bien-être à être sur le terrain, à toucher mes matières premières, à être au plus près de mes producteurs, de leurs problématiques. Et ça, c'est extrêmement important et c'est vraiment une source d'équilibre pour moi. Et en fait, ça me remet les idées en place aussi, de me dire, voilà, les produits cosmétiques, c'est pas juste pour mes consommateurs. Ce projet, il a aussi à la base mes producteurs Hmm. cette volonté de travailler sur des belles matières premières de la Réunion, accompagner mes producteurs dans leur structuration. Et c'est vrai que ça redonne du sens. À chaque fois que je suis en perte de sens, le côté terrain et remettre mes bottes, ça m'aide énormément à me reposer, me repositionner et à me ressourcer. C'est vraiment très agréable là, de vous écouter discuter, Marina. C'est très intéressant tout ce que tu arrives à transmettre. Dans vos échanges, là, il y a deux choses qui m'ont interpellé. La première, c'est un peu cette notion de plafond de verre et des freins qu'on se met en tant que Réunionnais, en tant qu'ultramarin, de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas se sentir suffisamment audacieux pour oser des choses. Et je trouve que tu es un bel exemple de plafond de verre qui est en train de se briser, en tout cas. Et les plafonds de verre, je le répète souvent, hein, ils se brisent quand on tape dessus. Et je te disais en off que moi, la première fois que j'ai entendu parler de Omaido, c'était sur LinkedIn, je crois. Et en fait, le post, la communication par rapport à la qualité, moi, je pensais que Omaido, c'était une marque de cosmétiques au national. Et je me suis dit, ah tiens, il y a une marque au national qui a un nom qui, qui est comme le Maïdo à La Réunion. Et en fait, c'est que plus tard que j'ai compris qu'en fait, ouais, c'était porté par une Réunionnaise avec des produits réunionnais. Et j'ai trouvé ça inspirant, mais vraiment inspirant dans le sens où ça invite, enfin, je trouve que ça, voilà, c'est un exemple de standards qui sont élevés
et qui donne envie d'aller chercher aussi ce genre de standards et de niveau de qualité dans les choses qu'on peut entreprendre depuis La Réunion. Merci, je prends ça pour un beau compliment en tout cas. Donc merci beaucoup. Bah écoute, c'est juste une observation. Et il y a un deuxième point aussi dans vos échanges que j'ai trouvé intéressant, c'est Marina, quand tu dis donc que tu es à Ouais. 1 an de commercialisation et tu parlais du business plan et tu définissais le business plan comme quelque chose, un peu une étape incontournable, mais dont on finit toujours et assez rapidement par s'en détacher. Donc moi, j'aurais une question, tu vois, si on dit le business plan, c'est des hypothèses, on va dire un prix de vente et un volume de vente répartis par des marchés géographiques. Donc, on a déjà un peu entendu qu'il y a certaines choses qui n'étaient pas prévues et qui se sont faites en cours de route. Donc, si tu devais revenir, tu vois, en grosse maille, tu vois, sur les hypothèses du business plan versus la réalité des choses, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'est pas passé? D'avoir accepté cette interview, c'est pour parler franchement à vos auditeurs. Sinon, si c'est pour vendre ma soupe, je trouve que ça a peu d'intérêt. Le business plan, on l'a pas atteint cette première année. Voilà, enfin, nos objectifs, en tout cas commerciaux, on les a pas atteints. Je préférerais vous dire le contraire, ou je pourrais vous mentir en vous disant oui, oui, on a dépassé nos attentes. C'est pas le cas. Pour plusieurs raisons, hein, je pense. Première raison, on a commencé la commercialisation, je vous l'ai dit, quelques semaines avant, il y a la guerre en Ukraine qui a démarré. Donc, grosse difficulté aussi en termes de coûts de fret, en termes de coûts de matières premières, très compliqué dans cette période de sobriété énergétique aussi, et puis d'inflation. Et ce sentiment, en gros, que la France était un peu à l'arrêt, que tout le monde était en stand-by à attendre de savoir ce qui allait se passer. Un contexte extrêmement anxiogène, hein, que ce soit pour le consommateur ou pour nos distributeurs en tant que tels. Hein, voilà, nous, c'est vraiment le réseau pharmacie qu'on vise. Et donc, tout le monde était un peu en arrêt sur image. Et donc, ça a été des mois qui ont été difficiles. Et là, c'est le hasard aussi, hein, des lancements. On avait prévu de lancer en mai. La guerre en Ukraine a commencé quelques semaines avant. Et ça, on ne pouvait pas l'anticiper dans nos business plans. Donc, effectivement, contexte économique, contexte politique international compliqué. Et c'est aussi pour ça que le marché réunionnais s'est développé finalement plus vite que la métropole, contrairement à ce qu'on avait imaginé. D'abord parce que peut-être que c'était aussi plus simple en tant que réunionnaise, peut-être parce qu'on est aussi un peu plus à l'abri peut-être des tensions internationales et qu'on se sent un peu moins en danger, en tout cas de manière immédiate. J'ai très clairement senti que le côté très anxieux du marché métropolitain n'avait pas encore gagné à 100% la Réunion, et j'allais dire, et tant mieux. Mais voilà, ça c'est aussi une réalité d'entrepreneur, et c'est pour ça que je voulais partager ça avec aussi vos auditeurs, parce que moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, beaucoup impacté au début de mon aventure entrepreneuriale. C'est que je trouve qu'on ne lit sur LinkedIn et qu'on n'entend que des réussites partout. Comment j'ai réussi à faire 100 000 euros le premier mois, comment j'ai atteint le million dès ma première année de commercialisation. Et en fait, moi, je me suis tout de suite sentie en décalage entre ce que je lisais, ce que les gens partageaient, et ma réalité, en fait, qui est faite de galères, qui est faite de difficultés permanentes, qui est faite de choix cornéliens. Et je trouve que c'est important aussi de parler des galères, des difficultés, du fait que les choses se passent pas toujours comme on aurait envie qu'elles se passent, parce que je pense que c'est la réalité de 99% des entrepreneurs, pour pas dire 100%, et qu'on entend les 1% qui nous expliquent que l'entrepreneuriat, c'est le monde des bisounours, que tout va bien, qu'ils n'ont jamais été aussi riches, aussi heureux et aussi épanouis qu'en étant entrepreneurs. Et moi, je me reconnaissais pas dans cette image, parce que oui, c'est difficile. Et cette première année de commercialisation a été objectivement très difficile pour moi, parce qu'objectif pas atteint, parce que énormément d'allers-retours sur Paris, le sentiment, voilà, aussi d'être épuisé, parce qu'on fait tout, enfin, je fais tout. Et ça, c'est une réalité que je voulais aussi partager avec vos auditeurs, parce que c'est la réalité
énormément d'entrepreneurs. Et moi, je veux leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'on est beaucoup plus nombreux à être dans ce cas-là que ceux qui disent, en tout cas qui affichent que la réussite est facile et évidente. Je pense que c'est pas vrai et qu'on est tous dans une période difficile et qu'il faut s'accrocher. Merci pour ce discours de vérité. C'est vrai que quelqu'un qui découvre l'entrepreneuriat à travers du prisme de LinkedIn ou de Instagram, ou en tout cas à travers les réseaux sociaux, il va s'en faire une idée enjolivée. Et c'était un peu aussi avec Clément notre vision dans le podcast. Et d'ailleurs, on le rappelle toujours en introduction que nous, on veut que les entrepreneurs nous racontent leur réussite, mais aussi leurs échecs et leurs galères, et qui font partie intégrante de la réalité. Donc, tu nous disais qu'en termes de volume de vente, c'était pas atteint. Je me posais la question aussi, par exemple, sur, tu vois, tu parlais de la guerre en Ukraine, tout ça, Ouais. l'impact sur le fret notamment. Du Ouais. coup, aujourd'hui, le prix de vente moyen des Ouais. produits, est-ce qu'il est bien au-dessus de ce qui était prévu? Est-ce que tu t'es quand même contrainte à garder le prix que tu avais imaginé, qui correspondait peut-être à ce qui a été vu en études quantitatives, je ne sais pas, quitte à réduire sur d'autres aspects? Comment tu as géré ça? Quand il y a la crise, la réalité, c'est l'augmentation des coûts d'approche, hein. Voilà, tout a augmenté. L'électricité, le fret, les matières premières, les packaging, tout a augmenté. Et en parallèle, du coup, de manière évidente, le pouvoir d'achat des consommateurs, des Français, quand je dis Français réunionnais, a diminué. Donc on se retrouve vraiment, c'est la double peine, hein. Nous, industriels, on a plus de coûts et on a des consommateurs qui ont moins de pouvoir d'achat. Donc au mois de mars, on a été obligé de revoir, et alors là, ça va peut-être vous étonner, mais au lieu de revoir à la hausse justement nos prix de vente pour impacter, j'allais dire répercuter ces différentes augmentations, on a décidé de baisser les prix d'environ 15% pour pouvoir justement permettre à nos consommateurs aussi de pouvoir découvrir les produits au Maïdou et de pouvoir se permettre justement, parce que les produits de beauté, on va dire, pour reprendre des termes qui ont été très à la mode pendant les différents confinements. Voilà, c'est pas un produit de première nécessité, c'est pas un produit indispensable. On peut le voir comme ça. Voilà, ce qui est indispensable, c'est pouvoir se nourrir, se chauffer, s'habiller, aller à l'école ou aller travailler. Les produits de cosmétiques, on peut voir ça comme quelque chose, un luxe ou quelque chose qui est moins indispensable peut-être. Donc, on a été obligé effectivement de repositionner notre tarif un petit peu à la baisse, et on a vu immédiatement que ça a eu un impact aussi sur les volumes qu'on a pu commercialiser. Mais c'est compliqué parce que c'est un vrai pari. C'est un vrai pari de se dire, ben voilà, double peine, non seulement je devrais répercuter à la hausse, mais je répercute à la baisse. Finalement, je baisse mes prix, mais d'un autre côté, garder son positionnement prix, si derrière on n'a pas de consommateurs, sur le papier on a une belle marge, mais enfin si personne n'achète les produits, la marge elle est totalement virtuelle. Donc ça aussi, c'est des décisions qui sont pas forcément faciles à prendre. Et c'est vrai que cette première année, ce que j'en retiens, c'est qu'en fait, il faut être hyper adaptable. Et je suis vraiment en mode test and learn. Voilà, encore au bout d'un an, à essayer, à adapter. Et je pense que malheureusement, le contexte économique global, le contexte politique global, avec cette instabilité qu'on connaît depuis quelques années, hein, depuis le début, effectivement, entre les gilets jaunes, ensuite, la crise Covid et maintenant la guerre en Ukraine, en fait, on est obligé d'être encore plus adaptable et encore plus dans cette réactivité permanente aux signaux du marché, aux attentes de nos consommateurs, ce qui a toujours été le cas, mais je pense que c'est vraiment en mode accéléré par rapport à cette réalité que nous vivons depuis quelques années. Donc là aussi, voilà, on teste des choses. Je vous l'ai dit, au niveau métropolitain, on a décidé de ne pas rendre le meuble réfrigéré obligatoire, de laisser ça en option. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de creuser là à partir du mois de juin. Mais en fait, je suis en permanence en train de tester, adapter, revoir l'offre, réfléchir
réfléchir. Alors, la difficulté, c'est de rester cohérent globalement et de rester droit dans ses bottes aussi par rapport aux valeurs que j'ai souhaité mettre au cœur de ma gamme. Mais on est vraiment obligé en permanence de faire bouger les lignes et de tester des nouvelles choses. Voilà, et je pense que c'est une réalité qui va durer encore quelques années. Donc, il faut s'y habituer. Il faudra s'y habituer. Encore une fois, je te remercie pour ce discours de franchise et d'honnêteté. Et effectivement, je pense que ça peut rassurer pas mal de nos auditeurs de se dire que il y a cette phase un peu de conception du business où je vais imaginer partir dans des hypothèses et il faut bien partir de quelque chose. Et effectivement, c'est rarement respecté pour plusieurs raisons. Et tu as employé le mot de adaptabilité et de s'adapter à ce qui se présente. Et je trouve ça hyper intéressant. Je me rappelle pendant mes études, j'avais découvert le concept de logique effectuale. Quand il pleut des citrons, faites-en de la citronnade. Et cette petite phrase, moi, elle m'est restée en tête et je trouve que c'est un côté qu'on retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent comme ça à rebondir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que malgré les aléas qui se sont présentés, ça t'a pas empêché d'arriver à séduire des investisseurs. Et pour cette partie-là, je vais laisser la place à Clément. Je sais que c'est un sujet qui le tenait particulièrement à cœur pour cet épisode. Ouais, carrément. Merci Franck. Et en fait, moi, il y a quelque chose que j'entends souvent dans l'écosystème entrepreneurial réunionnais, c'est que il est difficile de lever des fonds à La Réunion et il n'y a pas d'investisseurs à La Réunion. Et en fait, tu nous démontres un peu le contraire via une levée de fonds que tu as fait il y a à peu près 8 mois, si je ne dis pas de bêtises, et derrière lequel il y a 4 personnes qui représentent 4 grands groupes à La Réunion avec une levée de fonds, c'est de notoriété publique, hein, tu as communiqué là-dessus d'un peu plus de 400 000 euros. Donc déjà, bravo pour ça, parce que j'ai l'impression que le vent n'allait pas totalement dans ce sens-là. Et je trouve que c'est aussi un message fort sur le fait que peut-être que c'est plus difficile qu'ailleurs, mais c'est quand même possible. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu ton retour d'expérience là-dessus sur pourquoi tu as décidé de lever des fonds, même si la raison semble à peu près évidente, mais surtout comment tu as fait pour aller un peu à contre-courant de ce qui se dit, de l'état d'esprit un peu global qui dit qu'à La Réunion, on ne peut pas lever des fonds. Et aussi, pardon, Marina, c'est à quoi ça va te servir, pourquoi à ce moment-là, et qu'est-ce que toi tu vas faire de ces fonds, en particulier pour Maïdo. Ok, je vais essayer de rien oublier. N'hésitez pas à me relancer si jamais j'oublie une partie des questions. Alors tout d'abord, cette levée de fonds, pour moi, elle m'était indispensable pour passer justement à la partie commercialisation. Donc les négociations ont commencé. C'est long, hein. D'abord, il faut que les auditeurs se rendent compte qu'une levée de fonds, c'est long. Et de pas s'y mettre, genre, dans 2 mois, j'ai plus de fonds, je vais commencer à aller voir des investisseurs pour lever des fonds. Compter à peu près 1 an entre l'approche des investisseurs potentiels. Forcément, il y en a qui vont vous lâcher. Le fait de construire effectivement un business plan, l'aspect juridique est extrêmement lourd aussi, hein, mine de rien. C'est pas pacte d'associés à rédiger, négociation effectivement avec les différentes parties. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment un aspect sur lequel j'insiste souvent quand je partage mon expérience levée de fonds. C'est compter bien 1 an entre le début des négociations et la signature. Ce qui n'est pas neutre d'un point de vue trésor, hein. Donc c'est pour ça que j'insiste sur cet aspect-là. Effectivement, pour moi, ça m'était indispensable dans la partie commercialisation d'avoir ces financements. Là aussi, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais dans la cosmétique, peut-être plus que dans d'autres domaines, la partie communication est vraiment extrêmement importante. D'un point de vue stratégique, mais importante d'un point de vue financier aussi. Et donc, cette levée de fonds, elle a justement vocation à m'accompagner dans mon développement et à poursuivre et accélérer aussi la communication pour créer notoriété et désirabilité, qui sont les deux facteurs clés de réussite pour un produit cosmétique. Pourquoi aller chercher des investisseurs réunionnais? Ça a été
aussi une grande question que je me suis posée. Est-ce qu'il valait mieux aller chercher des investisseurs au niveau national davantage dans le milieu de la cosmétique potentiellement, ou plutôt des investisseurs locaux? Pour moi, ça a été une évidence d'aller chercher des investisseurs locaux. D'abord parce que j'avais besoin d'avoir autour de moi des personnes qui comprennent mon projet et au-delà de l'aspect cosmétique, ça je pense que vous l'avez compris pendant notre échange ce matin, qu'au-delà de vendre des produits cosmétiques, il y a vraiment toutes ces valeurs de développement, de valorisation du territoire, d'accompagnement de producteurs. Et j'avais le sentiment qu'en m'entourant d'investisseurs locaux, il y aurait une meilleure compréhension et prise en compte de cet aspect-là qui était très important pour moi en fait. De ne pas avoir que l'aspect business, 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 mais aussi tout ce qu'il y avait, tout l'envers du décor, et notamment cet aspect développement et création de valeur ajoutée. Après, c'est évident quand on fait une levée de fonds aussi, on a tendance à se tourner, enfin en tout cas moi j'avais besoin de me tourner vers des personnes de confiance, en qui j'avais confiance, mais aussi qui me faisaient confiance. Et c'est vrai que, en ayant travaillé pendant 15 ans, dans l'outre-mer, à défendre les intérêts, des professionnels, des DOM-TOM, à Bruxelles et à Paris et ensuite sur le territoire réunionnais, c'est vrai que j'avais aussi un peu une certaine, je ne vais pas dire une notoriété, mais en fait, voilà, certains opérateurs qui me connaissaient depuis 14-15 ans, qui connaissaient mon engagement, qui connaissaient aussi peut-être mon sérieux. Et du coup, les personnes qui m'ont accompagné sur cette levée de fonds, c'était clairement des gens qui croyaient autant en moi qu'en mon projet. Et ça, c'est important. Et surtout des gens qui ne me mettent pas du tout la pression, parce qu'ils savent que je fais de mon mieux, je donne le maximum. Je ne suis pas quelqu'un qui passe ses journées à la plage à attendre que les choses tombent et se fassent toutes seules. Et j'avais besoin justement d'avoir cette confiance-là et de ne pas avoir des personnes qui m'appellent toutes les semaines pour me demander mes chiffres, où est-ce que j'en étais, me mettre une pression incroyable. Donc il y avait vraiment cette double aspect. Vraiment des gens qui partagent mes valeurs, mais aussi des gens qui soient dans la confiance, dans la bienveillance. Et c'est ce que j'ai pu trouver, enfin c'est ce que je trouve auprès de mes 4 investisseurs beaucoup. Je ne sais pas si j'ai totalement répondu à la question, mais c'est pas simple. Voilà, ta question c'était aussi, c'est pas simple de trouver des investisseurs locaux capables d'accompagner des projets. C'est vrai que c'est pas simple et je vois beaucoup de personnes autour de moi qui galèrent. Mais je pense que moi, cette levée de fonds, elle n'est pas seulement liée à mon projet au Maïdou, elle est vraiment liée à cet investissement que j'ai sur le territoire depuis, je vous dis, une quinzaine d'années et qui a créé cette relation de confiance avec certaines personnes, certains groupes réunionnais et qui ont, je vous dis, autant parié, je pense, sur moi que sur le projet et qui avaient envie de m'accompagner dans ce projet de développement. Ok, je comprends. Et concrètement, peut-être juste pour terminer là-dessus, c'est Ouais. quand tu décides, toi, de faire cette levée de fonds, j'imagine que c'est voilà, la première fois pour toi. Ouais. Comment tu fais pour mener à bout cette opération? Est-ce que tu t'es fait accompagner par des personnes dont c'est le métier? Est-ce qu'il y a des gens à La Réunion qui savent accompagner les porteurs de projets là-dessus? Comment tu as fait concrètement sur le terrain? Alors concrètement sur le terrain, c'était d'abord ma petite voiture, mon petit ordinateur, ma petite présentation et déjà aller voir les gens, identifier effectivement les personnes qui pourraient être intéressées dans l'accompagnement de ce projet. Et donc déjà effectivement moi tout ce travail d'échange, de discussion, de présentation, de voir qui pourrait être intéressé, qui pourrait ne pas être intéressé. Donc ça c'est vraiment un travail que j'ai fait toute seule. Voilà, en discutant un petit peu avec les uns les autres. Et puis, c'est dessiné rapidement, voilà, un partenaire principal qui m'a dit go. Et puis, ça m'a permis d'aller voir les autres en disant il y a un tel qui est déjà d'accord, est-ce que ça vous dit d'eux? Et c'est vrai que le plus difficile, c'est toujours la même chose, c'est certainement le premier. Réussir à décrocher le premier, parce qu'ensuite, il y a un effet d'entraînement qui est évident et qui donne envie aux autres d'y aller en se disant si un tel y va, ça me donne aussi envie d'y aller. Donc, ça, c'est vraiment un travail que j'ai fait toute seule. Et après, je l'ai évoqué précédemment, il y a vraiment un travail juridique qui est très lourd,
de négociation, de pacte d'associés, voilà, en tant que tel, préparation de tous les éléments de la levée de fonds. Donc là, je me suis fait accompagner à la fois par un expert comptable. C'est vraiment très, très important. Et j'ai découvert que les experts comptables n'étaient pas que des gens qui sentaient la naphtaline et qui passaient leur vie avec des lunettes devant un ordinateur, mais il y avait des gens qui étaient là pour aussi accompagner vraiment au développement de certains projets. Et voilà, je ne citerai pas son nom, mais j'ai un expert comptable qui est juste hors norme et qui est extraordinaire et qui m'a accompagné aussi dans certaines réunions de négociation avec les investisseurs. Et ce qui est venu crédibiliser aussi l'approche et la négociation. Donc là, j'ai vraiment eu énormément de chance de le trouver, très clairement. Et puis ensuite, un avocat, enfin une avocate, en l'occurrence, qui m'a accompagnée dans toute la négociation, parce que là, c'est vraiment pas ma partie. Il y a vraiment des éléments hyper techniques, hyper juridiques, évidemment. J'avais pas la compétence. Donc là, ça a été clairement mon avocate qui a discuté avec aussi les avocats ou les responsables juridiques de mes futurs partenaires. Et donc ça prend aussi du temps. Voilà. Donc c'est vrai que le levée de fonds, ça ne s'improvise pas. Moi, ce que je sais faire, c'est de parler de mon projet. Donc c'est ce que j'ai fait. Ça, j'ai les compétences pour le faire, pour aller embarquer des investisseurs dans mon aventure, dans mon univers et dans mes envies. Mais par contre, tous les aspects plus comptables et les aspects plus juridiques, il ne faut pas hésiter. Alors ça coûte de l'argent, hein, c'est vrai. On se dit, ah ben mince, déjà, j'ai une partie de ma levée de fonds qui va passer en honoraires juridiques et comptables, mais c'est pas grave. Parce que c'est ça aussi qui va crédibiliser la démarche et qui va faire que c'est comme un contrat de mariage. Hein. C'est important que les bases soient vraiment solides pour qu'ensuite le partenariat fonctionne comme il faut. Et donc ça, ne pas hésiter effectivement à se faire accompagner par des professionnels dont c'est le métier et qui sauront, eux, bien vous conseiller et éviter les pièges dans lesquels on tombe trop souvent quand on y va juste la fleur au fusil. Ok, écoute, très clair et très opérationnel. Merci pour tous ces éléments. Marina, on arrive au bout de cet épisode qui était extrêmement riche et très pragmatique. Franchement, je pense qu'on a appris énormément de choses. Donc, merci pour tout ce que tu nous as partagé en toute Avec transparence. plaisir. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs points que toi, tu aurais aimé aborder, parce que c'est aussi l'objectif de te donner la parole et de te donner l'espace de l'expression. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé aborder avec nous qu'on n'a pas vu dans cet épisode, si tu peux, voilà, tu as un moment pour nous en parler si tu le souhaites. Je pense qu'on a fait déjà un grand tour et moi aussi, je vous remercie vraiment de m'avoir laissé quartier libre parce que c'est hyper agréable d'avoir le temps, en fait. J'ai fait d'autres interviews où on est toujours limité par le temps, on a envie de dire plein de choses, on n'a pas le temps, donc on est toujours obligé de synthétiser. Alors je suis bavarde, ça je pense que vous en êtes rendu compte, et que je parle avec passion de mon projet, mais voilà, je voulais vous remercier parce que c'est agréable d'avoir le temps de rentrer dans les sujets, et sans être en permanence caricatural parce qu'on n'a pas le temps et donc d'aller toujours à l'essentiel. Donc merci. Et je le disais, moi en fait mon objectif en acceptant aussi votre invitation, c'était justement de pouvoir parler sans filtre. C'est pas forcément, je vais me faire taper sur les doigts peut-être par mon agence de relations presse et par mon manager communication, mais je trouve que ça n'a aucun intérêt de prendre la parole si c'est pour être lisse, faire croire que tout va bien, que tout est facile et vive l'entrepreneuriat. Oui, vive l'entrepreneuriat, mais la réalité, elle est souvent moins rose que ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et c'était important pour moi de pouvoir le partager avec vos auditeurs, pas pour les décourager, j'espère que j'ai pas été décourageante dans mes propos, mais davantage pour qu'ils se préparent peut-être mieux à ce qu'ils vont vivre. Et moi, ça, c'est peut-être ce conseil-là que je donnerai aussi, de discuter avec d'autres entrepreneurs un maximum, parce que c'est important. Pas de se dire waouh génial, lui aussi il galère, je suis pas toute seule, c'est pas ça, c'est pas l'idée, c'est pas cette idée-là, mais en tout cas effectivement de se rendre compte que ce qu'on vit n'est pas facile et que c'est aussi normal d'avoir des fois ce sentiment de vouloir tout lâcher, de se sentir dépassé, d'être extrêmement fatigué aussi parce que c'est vraiment un marathon hein, qu'on court quand on est entrepreneur. Et c'était vraiment ce message-là que je voulais faire passer à vos auditeurs, ce message de vérité aussi sur la réalité d'être chef d'entreprise. Je vous dis pas pour qu'ils lâchent
la faire, et pas pour les décourager, mais davantage pour qu'ils soient prêts psychologiquement aussi, et qu'ils se sentent peut-être moins seuls dans ce qu'ils peuvent ressentir au quotidien en tant que chef d'entreprise. Voilà, ça c'est vraiment un sujet qui est extrêmement important pour moi. La question de la santé mentale aussi du chef d'entreprise, qui est un sujet que j'ai abordé à plusieurs reprises. Là aussi, c'est un vrai tabou. Voilà, si on peut finir là-dessus, c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est un vrai tabou parce qu'il y a toujours ce côté, un chef d'entreprise doit être fort. S'il n'est pas fort, son projet ne peut pas tenir la route, il ne peut pas embarquer du monde, ni des investisseurs. Enfin, en fait, oui, il faut être fort, mais reste des êtres humains et avec aussi ses propres difficultés, ses propres doutes, ses propres questions, ses coups de mou, ses propres envies. Et je pense que c'est important de ne pas faire un portrait robot du chef d'entreprise, mais de faire un portrait humain du chef d'entreprise. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu faire aujourd'hui avec vous. Et j'espère que j'ai réussi à faire passer ce sentiment-là, en tout cas, qu'on reste des êtres humains avec nos forces et nos faiblesses, et que c'est important, et c'est ça qui fait aussi justement la diversité et la beauté de ce monde entrepreneurial. Bien sûr, et je pense que le message est clairement passé. Et encore merci à toi voilà, d'avoir pris parti aussi, parce que je sais que ça peut aussi peut-être être une prise de risque, et tu le dis, donc merci de nous accorder ça. On arrive à la fin de cet épisode, et comme on a l'habitude de le commencer par un portrait créole, on a l'habitude de le finir avec des questions très rapides. Là, Ouais. Marina, la règle du jeu, c'est de répondre de manière la plus concise possible à 3 questions que je vais te poser. Si tu as besoin de prendre un petit temps de réflexion, il n'y a aucun problème. Ma première question, c'est sur ton parcours entrepreneurial. Selon toi, quelle a été la plus grosse galère que tu aies connue et comment tu as fait pour la dépasser? Alors, grosse galère que j'ai connue, c'est des problématiques notamment de production, avec un de mes produits au démarrage où il y avait un vice, en fait, un vice caché, sur le packaging, hein, pas sur le produit en tant que tel. Et là, c'est la galère totale parce que je suis à 10 000 kilomètres, parce que j'ai mon laboratoire en face de moi, évidemment, qui refuse d'entendre les problématiques dont je lui fais part. Et donc là, c'est avocat, c'est discussion sans fin, et jusqu'à ce qu'en fait, il y ait une reconnaissance qu'il y avait un problème de packaging et qu'ils assument enfin leurs responsabilités. Et là, derrière, c'est complexité de récupérer tous les produits, d'aller derrière les changer, les refaire livrer. Donc ça a été vraiment assez cauchemardesque parce qu'on rêve d'un produit idéal et la réalité peut être autre, et il faut savoir se relever, avancer et se battre contre parfois des moulins à vent. Donc c'était pas facile, mais j'y suis arrivée. Ok. La deuxième question, c'est sur ton projet, ton parcours entrepreneurial, c'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui? Ma plus grande fierté, c'est clairement d'être arrivée jusqu'au bout du projet. Parce que il y a tellement de difficultés sur le chemin. La première fois que j'ai vu mes produits exposés dans une pharmacie, j'avais vraiment les larmes aux yeux. Je crois que c'est ma plus grande fierté, c'est d'être arrivée jusqu'au bout et d'être arrivée au bout sans tordre mes valeurs. Voilà. Ok. Et le dernier point, ma dernière question pour toi, Marina, c'est à ton avis, quelle est la plus grande qualité nécessaire à un bon entrepreneur? Persévérance. Je pense vraiment que c'est extrêmement important, la persévérance, parce qu'on remet, tous les jours, on s'y remet, on a des nouvelles difficultés, aucune journée ressemble à la précédente ni à la suivante, et je pense qu'il faut vraiment être extrêmement persévérant. Ouais, extrêmement persévérant. Écoute, on finira sur cette note. Marina, merci, un grand merci à toi de nous avoir partagé toutes ces infos, de nous avoir fait vivre aussi ces émotions avec toi. C'était un super épisode. On te souhaite beaucoup de réussite à toi personnellement et au projet Omaido. Et puis à bientôt. J'espère que vos auditeurs ne seront pas trop, j'allais dire, découragés par les propos que j'ai pu tenir et les difficultés que j'ai pu rencontrer. Voilà, créons des entreprises, créons de la valeur ajoutée en Outre-mer. Et mot de la fin, on est capable, et on est autant capable que les métropolitains. Donc allons-y, on a besoin de chefs d'entreprise ultramarins. C'était le podcast des entrepreneurs d'Outre-mer. Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré.
Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast.